La radio de la communauté, invité de ce journal, Monsieur Modeste Boukadia, Boukadia Modeste, qui est le président du Cercle des démocrates républicains du Congo, en sigle CDRC. Alors, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Lewis. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Modeste Boukadia. Je sais que vous êtes très occupé. Alors, première question, un mot sur votre parti. Est-ce qu'il existe encore, ce parti? Oui, bien sûr, le Cercle des démocrates et républicains du Congo, en sigle CDRC, est un parti qui existe, qui est un parti reconnu, dont les statuts ont été déposés au ministère congolais de l'Intérieur, immédiatement après le coup d'État du 5 juin 1997, lorsque tous les archives avaient été détruites. Nous avons réenregistré le CDRC, donc c'est un parti légalement reconnu, qui existe et qui est organisé en fédération, c'est-à-dire chaque région, il y a un bureau fédéral dans chaque région, qui est des régions qui sont des fédérations qui sont autonomes. Et j'en assure donc la présidence nationale de ce parti. Voilà, donc parmi vos préoccupations actuelles, vous avez la conférence internationale dont on parle. Alors, Monsieur Boukadia, généralement, j'ai essayé de faire quelques recherches et à l'issue de la tribune que nous avions eue la semaine dernière, la tendance générale croit que la conférence internationale comme telle devrait se poser en termes de résolution des Nations Unies ou du Conseil de sécurité, et on croit que votre démarche semble s'éloigner de cette règle générale. Alors, est-ce que vous pensez que répondez-vous justement à ceux qui croient que c'est plutôt l'ONU ou d'autres organisations qui devraient prendre des mesures ou un décret pour appeler les Congolais à cette conférence internationale? Je voudrais d'abord préciser un point. Le plus important, ce n'est pas qu'on a eu telle ou telle personne a eu la paternité de cette idée. Si cette idée est née de la conscience de plusieurs Congolais, ça veut dire que c'est une idée qui est universelle. Pour ce qui est de son organisation, il va de soi, bien entendu, que le Congo faisant partie de la communauté internationale, il va de soi que c'est la communauté internationale qui doit convoquer la conférence. Mais pour que la communauté internationale convoque cette conférence internationale, il faut bien qu'il y ait un travail qui se fait en amont. Parce que la communauté internationale ne se préoccupe pas de sujets si elle n'est pas saisie. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire pour saisir la communauté internationale par le biais des États, puisque la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, la personnalité est représentée par un État tiers. Donc, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas saisir directement les Nations Unies. C'est donc le travail que nous sommes en train de faire au nom de tous les Congolais, de sensibiliser des États afin que les États puissent poser au niveau des Nations Unies un projet de résolution de la convocation de la conférence internationale. Et donc, c'est bien les Nations Unies qui convoquera cette conférence internationale, et je peux vous dire que nous sommes très avancés dans les démarches de sensibilisation des États on en parlera, monsieur le Président. Avez-vous l'impression que votre démarche semble incomprise de la diaspora? Non, je ne pense pas que la démarche soit incomprise, bien au contraire. Mais je pense qu'il y a un doute parce que les gens sont habitués à brasser beaucoup d'idées qui n'ont jamais abouti, et c'est tout à fait normal qu'ils se posent des questions. Mais évidemment, nous ne pouvons pas donner non plus tous les arguments sur la place publique parce que nous savons ceux qui sont en face de nous avec des capacités de corruption qu'ils ont puissent influer sur des acteurs clés qui sont pour cette conférence internationale.
C'est la raison pour laquelle nous travaillons dans ce qu'on appelle la diplomatie souterraine jusqu'à ce que la communauté internationale prenne la résolution. Voilà. Loin de moi l'idée d'aller dans les détails de ce que vous faites, dans vos secrets, mais est-ce que vous pouvez concrètement dire aux Congolais ce qui a été fait? On sait que ce concept a été initié par d'autres gens pendant que vous étiez en prison, vous êtes arrivé, vous avez repris le concept. Quel est le contenu actuel? Quelles sont les démarches que vous avez pu entreprendre et qui rassurent les Congolais sur les préparatifs ou bien les consultations qui vont nous conduire au dialogue? Écoutez, d'abord nous avons discuté, nous avons eu le Premier ministre français qui nous a envoyé auprès, en direction du ministre des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian. Nous avons écrit à M. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui lui aussi nous a dirigé vers le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, à qui nous avons adressé la semaine dernière un courrier, un mail d'abord, suivi d'un courrier recommandé, dans lequel nous nous demandons de prendre rendez-vous et de discuter de la possibilité de la tenue de cette conférence internationale, puisque le Premier ministre français, Édouard Philippe, l'avait sensibilisé en disant de voir les voies et moyens pour convoquer une conférence internationale en vue de la réconciliation et le développement en République du Congo. Fin de citation. Et d'une part, et d'autre part, nous avons saisi l'Union européenne qui, par la voix de celui qui s'occupe des affaires africaines, nous a répondu que l'Union européenne, en partenariat avec les Nations unies et l'Union africaine, était tout à fait disposée, était prête pour l'organisation de cette conférence internationale, je cite, qui est la solution la plus positive pour sortir le Congo et pour une alternance politique au Congo-Brazzaville. Et enfin, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, puisqu'il y en aura un autre qui va se dérouler très bientôt. Nous parlerons de votre voyage aux USA dans la suite de cet entretien. Ça, c'est une première barrière que vous avez levée en direction des autorités françaises et peut-être la classe politique française en général et en direction de la diaspora. C'est ça là, le véritable problème. Est-ce que vous avez eu des consultations préalables? On croit que les amis de Nice vous avez invité et que vous avez envoyé un représentant. Avez-vous pris en compte toutes ces conclusions de ces réunions préliminaires sur ce concept de conférence internationale? Quels sont les rapports que vous entretenez présentement avec les autres leaders de la diaspora sur la question de cette conférence internationale, M. Boukadien? Écoutez, Monsieur Lewis, quand je suis venu, quand je me suis retrouvé en France après une série d'examens et de soins, j'ai évidemment fait la démarche pour aller en direction de mes compatriotes. Donc j'ai eu un certain nombre de responsables politiques, notamment M. William Ota, M. Jean-Yves Lekanda, M. Jean-Luc Maleka, M. Mawawa, M. Henri Pemo, M. Baudry, M. Moketo, M. Bienvenue Mabile Mounir. J'ai eu un certain nombre de responsables avec lesquels nous avons discuté de cette question. Nous avons dit que nous devons aller dans cette direction qui devrait aboutir par la mise en place d'un programme commun de gouvernement qui relancerait le processus démocratique au Congo par la mise en place d'une période de transition. Évidemment, donc, il y a eu une réunion à Nice où je n'ai pas pu être pour raison de santé puisque je devrais faire mes contrôles, mais j'ai envoyé mon conseiller en macroéconomie qui a participé à ces travaux. Ah bon? Voilà. Monsieur, nous allons passer à
l'esprit d'ouverture du leader. Vous êtes, on entend. Est-ce que vous avez, monsieur, j'ai une question de curiosité. Avez-vous pris l'habitude de suivre les vidéos, les posts sur Facebook? Oui, on me rend compte. Vous savez, c'est très difficile pour moi de lire tout ça parce que j'ai beaucoup d'activités. Il faudrait que mon action s'est orientée vers l'international. Il faudrait que les partenaires, il faut sensibiliser l'ensemble des partenaires qui sont les seuls à pouvoir peser de tout leur poids au niveau des Nations Unies, ce que j'ai déjà acquis, notamment par mon dernier voyage aux États-Unis, mais en même temps par des consultations, que ce soit au niveau du Sénat français ou de l'Assemblée nationale française. Voilà. Donc, il y a des équipes qui me font le résumé de ce qui se passe sur les réseaux. Effectivement, on me fait le compte rendu, ce qu'on appelle le compte rendu de la revue de presse. Voilà. Est-ce qu'on vous rapporte ces postes qui, au relent tribaliste, est-ce que vous avez appris que des gens appellent à la scission, à la division dans la diaspora? Avez-vous appris ce genre d'informations de la part de vos conseillers? Non, monsieur, je ne veux pas me lancer dans ce débat-là qui n'a pas d'intérêt pour le Congo. Aujourd'hui, le Congo est en lambeaux. Aujourd'hui, le Congo est un malade avec une polyvalence de mots. Donc, je crois que si il y a des relents de tribalisme de ceci, cela fait le lit de dictateur tyran qui est Denis Sassou, qu'il faut absolument tout faire pour qu'il parte du pouvoir, parce que c'est lui le ferment de ce tribalisme. C'est lui qui divise le pays, c'est pas Boukadia qui divise le pays. Les gens semblent confondre que le danger c'est Boukadia, mais au fond, le vrai danger du Congo, c'est Denis Sassou. Alors je ne sais pas pourquoi, là où moi j'appelle à l'union nationale, où les équipes se disent il faut nous unir pour aller vers l'union nationale afin de faire progresser le Congo vers un état de droit, vers la bonne gouvernance, les gens se mettent à revenir sur ce qu'a fait le lit du maintien du pouvoir de Denis Sassou. Il ne faut pas oublier que la guerre qu'il fait dans la partie sud du Congo, où la mauvaise gouvernance, ce sont des éléments essentiellement qui obéissent à la dictature. C'est par la mauvaise gouvernance et par la guerre qu'il entretient dans la partie sud du pays qu'il se maintient au pouvoir. C'est ça ce que les gens ne semblent pas comprendre. Que le problème, c'est pas Boukadia, le problème, c'est Sassou. Voilà. Invité de ce journal, monsieur Modeste Boukadia, président du Cercle des démocrates républicains du Congo, en sigle CDRC. Voilà, à tous ceux qui viennent donc de prendre l'écoute, invité du journal de Jim Lewis. Alors, monsieur Boukadia, nous allons maintenant parler de votre voyage aux USA. Alors, quel message aviez-vous, en partant de Paris bien sûr, aux Américains, notamment aux décideurs et aux politiques? Mais écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que j'étais très bien reçu. J'ai fait un excellent voyage où j'ai rencontré les plus hautes autorités américaines, où j'ai été reçu tant au niveau du gouvernement qu'au niveau du Sénat qu'au niveau du Congrès, où nous avons progressé dans la résolution du problème du Congo. Et le message que j'ai apporté, que le Congo est un multimalade et qu'il nous fallait l'aide, le soutien et l'appui des États-Unis dans la convocation de la conférence internationale, et que la décision des États-Unis était importante, était importante pour que l'Union européenne, l'Union africaine, la France soient aussi partie prenante. Comme je l'ai dit, j'ai eu des réponses positives au niveau de la France et au niveau de l'Union européenne, mais la position des États-Unis est attendue et est très importante. Et nous avons eu des réponses très favorables dans ce sens-là. Voilà, vous avez également, pendant ce séjour, nous avons lu à travers la presse internationale, mis en garde les décideurs américains sur l'influence, donc la montée de cette puissance
chinoise en Afrique notamment. Et par la même occasion, vous avez critiqué cette coopération Chine-Afrique et particulièrement Chine-Congo. Alors, la question qu'on pourrait vous poser est la suivante. Le Congo croupit sous une hypothèque donc de la dette gagée du pétrole. Comment allez-vous surmonter cette difficulté quand on sait que ces ressources ont déjà été gagées pour plusieurs années? Alors, s'il arrivait que vous preniez le pouvoir, allez-vous demander à ces nouveaux partenaires de renégocier cette dette avec la Chine ou de la payer? Comment allez-vous résoudre cette équation? D'abord, je voudrais dire que je ne suis pas là en termes de prise de pouvoir. Le combat actuel est la mise en œuvre de la convocation de la conférence internationale. Ce sont les conférenciers qui doivent décider dans les périodes qui vont venir après la conférence internationale de l'avenir du Congo. Et c'est le peuple congolais, lorsque la démocratie va être réinitialisée par cette conférence internationale, de choisir son président. Maintenant, c'est au nouveau président de savoir ce qu'il va faire de la coopération avec la Chine. En ce qui me concerne personnellement, en ce qui concerne la position du CDRC, elle est connue depuis notre première participation à l'élection présidentielle, à savoir en 1997, et ce malgré le coup d'État de Denis Sassou le 5 juin 1997. En 2009, nous nous sommes exprimés sur notre inquiétude, sur notre volonté de revoir les accords avec la Chine lorsque nous étions candidats à la présidence du Congo en 2009, même si cette élection avait été également truquée par Denis Sassou. La question aujourd'hui de l'avenir du Congo par rapport à la Chine, c'est à la conférence internationale que nous devons poser tout ça. Vous savez, aujourd'hui, la Chine pratique ce qu'on appelle plus facilement la corruption des chefs d'État d'Afrique. Et par le biais de ce qu'on appelle les taux les taux à taux zéro qu'ils pratiquent en moyennant, par exemple, des concessions sur le pétrole, sur le bois. Évidemment, lorsqu'un pouvoir est issu, c'est un pouvoir de fait comme celui de Denis Sassou, le dictateur tyran, évidemment, il ne peut qu'accepter ça. La conférence internationale aura pour but de voir les conditions dans lesquelles ces concessions ont été cédées à la Chine. Et c'est à ce moment-là que nous prendrons les décisions. Mais aujourd'hui, il est clair que la Chine est un danger pour l'Afrique, parce que sinon, si on ne prend garde, tout le continent africain sera drapé du drapeau chinois. D'autant plus qu'elle a commencé la Chine par mettre des bases militaires qu'on appelle le collier de perles, en mettant des bases chinoises pour prendre les pays en étau. C'est la raison pour laquelle nous pensons que les Congolais doivent prendre conscience que le vrai danger, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la France, ce ne sont pas les États-Unis, mais le vrai danger provient de la Chine avec sa politique agressive de colonisation par des produits de mauvaise qualité et qui tuent les populations. Voilà ma position là-dessus. Et là, ce point-là, personnellement, et mon parti, c'est-à-dire le CDRC, nous allons revoir cela. Mais en termes généraux, c'est à la conférence internationale de revoir de voir cette question-là. C'est-à-dire, ce sont les Congolais qui doivent commencer dès maintenant à réfléchir sur la future coopération avec la Chine. Personnellement, je suis ouvert à l'Union européenne, à la France et aux États-Unis. Voilà. Alors, on reste toujours sur le dossier voyage aux USA. Monsieur Boukadia, pendant votre meeting, je crois, conférence de presse là-bas à DC, vous étiez à Washington, je crois, oui. Il y a eu une presse internationale, notamment le journal juif, qui a couvert votre passage et qui a rapporté votre activité en termes de président du Congo Pointe-Noire.
vous savez que dans l'opinion congolaise, la diaspora, un peu partout, on s'en sert pour vous présenter à la presse internationale ou à l'opinion internationale comme un sécessionniste. Alors, est-ce que vous pouvez aujourd'hui même, une fois pour toutes, faire la lumière sur ce qui paraît être une erreur de publication? Non, je voudrais dire une chose. Vous savez, lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Hein? Je n'ai jamais été au gouvernement, ni dans aucun pouvoir, donc je n'ai jamais prononcé sorti de ma bouche le mot sécession. Et je pense que vous êtes aux États-Unis, vous savez ce que ça veut dire, la guerre de sécession. Hein? Donc, il est plus facile d'utiliser des mots, mais il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser parce qu'il faut faire, comme disent les jeunes, du buzz sur les réseaux. Le problème, je le redis, c'est Denis Sassou qui divise le pays. Il y a le conseiller de Denis Sassou qui s'appelle Théophile Obenga, qui avait écrit en 2001 dans un livre Perspective du Congo que si les populations du Sud n'acceptent pas la dictature, les viols, les assassinats que provoque Sassou Nguesso, nous arriverons à la scission, à la partition du Congo en 3 nations. La nation Boshi, la nation Teke et la nation Congo. Voilà ce que M. Théophile Obenga, conseiller de Denis Sassou, avait écrit dans son livre, aux éditions L'Harmattan. Et personne ne s'est levé sur cette question-là. D'une part. Et d'autre part, personne ne s'est levé lorsque dans une république que l'on veut montrer qu'elle est une et indivisible, on tue une partie de la population, personne ne critique un pouvoir qui tue une partie de la population. Et comme Boukadia prend une décision de dire « vous nous tuez, vaut mieux aller à une fédération », tout le monde se lève et me présente comme sécessionniste. Concernant l'appellation de la République du Congo, entre parenthèses, Pointe-Noire, mais les gens semblent oublier. Lorsqu'il y a eu la déclaration de la République du 28 novembre 1958 à Pointe-Noire par le président Fulbert Youlou et le président Félix Tshisekedi, l'un et l'autre président de l'UDDA et du PPC, puisque le président Jacques Opango du MSA était absent l'après-midi de ce fameux 28 novembre 1958. La capitale du Congo, c'était où? C'était pas Pointe-Noire? Et lorsqu'on dit la République du Congo, Brazzaville, on ne dit pas la République du Congo, capitale Brazzaville? Et quand on remet la République du Congo, entre parenthèses, Pointe-Noire, pour restituer que nous nous trouvons dans la République du 28 novembre 1958, qui avait pour capitale Pointe-Noire, ça pose un problème. Mais moi, je me situe à l'orée de notre histoire. Il nous faut repartir à l'histoire pour rebâtir l'Union nationale que j'appelle. J'appelle les Congolais à se ressaisir, à se réapproprier leur histoire, celle qui fut fondée par Jacques Opango, Félix Tshisekedi, Fulbert Youlou et Kikungangote. C'est celle-là, cette république qu'il faut remettre en place. C'est cette union nationale qu'avait voulu tenter le premier président du Congo, le président Fulbert Youlou et le président Jacques Opango, qu'on ne veut pas. Et que Sassou ne veut pas mettre cette union nationale. Vous savez que j'étais condamné, ce n'est pas parce que j'ai prôné le fédéralisme par la partition, c'est-à-dire que chaque région soit autonome comme les États-Unis. Chaque État est autonome aux États-Unis, en dehors de la politique monétaire, de la politique étrangère et de la politique de défense nationale. Les autres États sont complètement indépendants. Ça ne pose aucun problème aux États-Unis de vivre comme ça. Ça ne pose aucun problème au Canada. Ça ne pose aucun problème en Suisse. Ça ne pose aucun problème en Belgique. Pourquoi au Congo ça pose un problème lorsqu'on dit chaque région doit être
administrativement et financièrement indépendante. Pourquoi ça pose un problème? Hein? Voilà, monsieur, lorsque le magazine juif dit République du Congo, entre parenthèses, Brazzaville, il veut dire la République du Congo du 28 novembre 1959, ouais, qui ayant eu pour capitale Pointe-Noire. Alors, si les gens ne connaissent pas leur histoire, comment peuvent-ils faire la politique s'ils ignorent leur histoire? Voilà, pour faire la politique, il faut connaître l'histoire de son pays. J'espère voilà, monsieur. Oui, cette réponse qui a valeur de clarification sera bien entendu par nos auditeurs. Et, nous allons donc passer à un dernier point, notamment de cet entretien qui concerne le Congo comme tel, vos rapports avec les autorités là-bas. Vous avez été en prison, M. Bougadia, avec beaucoup de courage. Absolument, oui, avec beaucoup de courage. Alors, depuis votre libération, êtes-vous reparti à Brazza? Non, je ne suis pas reparti à Brazzaville et je ne peux pas repartir à Brazza tant que Denis Sassou sera au Congo, puisque je mène un combat avec les autres responsables politiques que cet ennemi public de l'Union nationale doit être débarqué de la manière la plus diplomatique possible. Alors, vous savez, oui, je veux bien que les gens disent « Ah non, il faut les chasser par la force ». Mais vous savez, quand vous prenez le pouvoir par la force, vous ne pouvez plus investir pour l'avenir. Vous ne pouvez plus investir par l'avenir. Les investissements que vous pouvez faire, ce sont les investissements en termes de sécurité de votre pouvoir. C'est pour ça que avec l'ensemble de tous les Congolais, ils doivent se dépasser pour qu'on arrive à cette conférence internationale, pour qu'enfin on accède à la gestion du pouvoir par la voie des urnes. C'est la seule qui pourra permettre des investissements qui vont permettre une plus-value sociale. C'est la seule qui pourra permettre à ce que l'on investisse pour la jeunesse. C'est la seule qui pourra permettre pour qu'on investisse pour notre population. Et c'est la seule qui permettra qu'on puisse enfin avoir un projet à long terme pour le Congo, de telle sorte que nous puissions développer un marché intérieur. Et c'est la seule qui permettra à ce que la diaspora, toutes ces intelligences qui sont disséminées de par le monde, puissent rentrer au Congo. Mais si vous accédez au pouvoir par le coup de force, pensez-vous que vous allez pouvoir avoir des partenaires à qui vous allez dire, bon, venez investir et puis faire rentrer les jeunes qui sont disséminés? Moi, j'ai l'intention de ramener au Congo l'ensemble de tous mes compatriotes qui sont disséminés par le monde pour réduire l'immigration des Congolais à l'étranger. Ils ont des possibilités. Il faudrait que ces possibilités soient exprimées au Congo. Et ce sont ces jeunes-là qui sont à l'étranger qui doivent construire le Congo. Parce qu'au Congo, parce qu'au Congo, ceux qui sont là, ils n'ont plus l'esprit d'initiative. Ils sont en train de survivre. Or, ceux qui sont les Congolais de l'étranger, je préfère parler des Congolais de l'étranger, ils ont une maîtrise, ils ont acquis de l'expertise. Et c'est pour ça que la politique que je mène, que j'explique, c'est ce que j'ai expliqué au niveau des États-Unis d'Amérique, là où j'ai été reçu, que ce soit au niveau du gouvernement à très haut niveau, que ce soit au Congrès ou au Sénat, c'est d'avoir l'aide, l'appui et l'expertise des États-Unis d'Amérique et l'expertise de l'Union européenne qui a aujourd'hui un programme d'accompagnement des pays africains pour réduire l'immigration. Voilà l'objectif. Et nous ne pouvons le faire que si nous arrivons que tous, d'un même mouvement, nous allons vers la conférence internationale. Mais cette conférence internationale, il faut qu'on soit bien convaincu, a pour but de faire sortir Denis Sassou, le dictateur tyran, par la voie diplomatique, c'est-à-dire avec des résolutions qui proviendront des Nations Unies. Et nous sommes bien engagés là-dessus.
Alors, Monsieur Boukadia, en tant qu'homme politique, vous avez une longue expérience, vous avez été à l'origine de la conférence nationale avec tant d'autres leaders. Le temps presse, votre âge. Aspirez-vous personnellement à devenir chef d'État, donc à déloger Denis Sassou Nguesso? Non, ce n'est pas que il faut être chef d'État pour dialoger Sassou Nguesso. Je travaille de telle sorte que l'ensemble des Congolais, de, de la diaspora, de l'intérieur, que les forces armées congolaises, que les organisations syndicales, que les organisations de la jeunesse, que les personnalités politiques, que la diaspora, quelle que soit leur tendance, nous soyons tous unis ensemble pour peser de tout notre poids, de telle sorte que la communauté internationale voit que nous sommes tous pour cet objectif qui est de faire partir Denis Sassou Nguesso par la voie diplomatique la plus saine possible. Et nous avons les alliés dans ce sens-là, puisque je vous ai dit, évidemment, je ne peux pas tout dire parce que le pouvoir de Denis est assez nuisible dans la corruption. C'est pour ça que nous réservons de ne pas dire où nous avons été, mais je peux vous assurer, Monsieur Louis, que nous avons été très bien entendus, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau de la France, que ce soit au niveau des États-Unis d'Amérique et dans certains pays de l'Afrique de l'Est, sans oublier certains pays également de l'Union européenne qui nous suivent, qui pensent qu'aujourd'hui, la page de Denis Sassou est tournée. Denis Sassou aujourd'hui est derrière nous. Il nous faut maintenant penser le Congo de demain sans Denis Sassou Nguesso, sans son clan, parce qu'il nous faut poser à partir de la conférence internationale. Les conférenciers doivent être aujourd'hui en mesure de réfléchir sur le Congo de demain. Un Congo de demain qui doit se bâtir sur l'union nationale, où tous les Congolais du Sud et du Nord auront les mêmes droits, les mêmes devoirs, sans pour autant qu'il y ait une ségrégation ou de dire que voilà, telle partie de la population doit dominer les uns et les autres. C'est au peuple congolais de choisir leur futur président. Et un président qui ne sera ni du Sud, ni du Nord, un président qui ne sera ni d'Emboshi, un président qui ne sera ni des Congo, un président qui ne sera ni des Vili, mais un président qui sera pour tous les Congolais, et ce, quel que soit l'endroit où ces Congolais-là vivent. Voilà, mais sur place à Brazzaville, vous avez appris certainement un ou 2 mois, 2 mois, ou 3 mois par là. Le révérend pasteur Toumi a signé des accords avec le régime en place. Alors, Monsieur Boukadia, quelle est votre position sur cet engagement du pasteur Toumi? C'est très important. Quand vous savez que la situation... D'abord, est-ce que vous avez une idée de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pôle à ce jour, Monsieur Boukadia? Vous savez que ces accords sont morts aujourd'hui, parce que j'ai cru comprendre que ça ne marche plus. Je comprends la situation d'insécurité cruciale qui se passe dans la région du pôle. Mais je comprends ça. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons beaucoup que nous devons aller à la conférence internationale. Mais je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut arrêter la guerre au pôle, mais qui ne font absolument rien. Moi, j'entends des responsables politiques qui disent qu'il faut arrêter la guerre dans le pôle, mais qui ne prennent pas les initiatives. Hein? Qui n'intiment pas monsieur Clément Mouamba, qui est du PADES, alors que certains membres disent ah non, il faut arrêter la guerre du pôle, alors que monsieur Clément Mouamba, qui est le chef de gouvernement, ne fait absolument rien. Me direz-vous que c'est Denis Sassou qui est à la manœuvre? Je l'entends bien. Mais si monsieur Clément Mouamba veut bien l'arrêt de la guerre au pôle, s'il n'est pas d'accord avec Denis Sassou, il démissionne. Si on ne démissionne pas, c'est qu'ipso facto, il est d'accord avec lui. C'est ça le problème. C'est pour ça que moi je pense la solution de la résolution de la crise, comme
l'a souligné dans la correspondance officielle que j'ai reçue de l'Union européenne, c'est d'aller vers cette conférence internationale qui est qualifiée comme la solution la plus positive pour mettre l'alternance politique qui mettra fin à la guerre de poule et partons donc d'assurer la sécurité dans la région de Poule et in fine dans toutes les régions. Parce que c'est vrai, on parle de la guerre de Poule, mais on ne parle pas non plus de ce qui se passe dans la partie nord du pays. Il y a des gens qui ne parlent pas là-bas qui sont pris en otage. Ça aussi, c'est une... Vous voyez ce qui se passe, ce que fait Denis Sassou. Et il a emprisonné M. Dabira. Mais M. Dabira était sous le commandement direct de Denis Sassou quand il a fait son coup d'État du 5 juin 1997. Est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un avec lequel vous avez pris le pouvoir? J'ai entendu aujourd'hui que le général Nyangabwala était convoqué à la maison devant le procureur pour être entendu. Mais M. Nyangabwala, c'est celui qui a tenu Brazzaville. Hein? C'est quoi cette comédie que Denis Sassou nous joue là? Les gens avec lesquels il a pris le pouvoir, ils deviennent mauvais aujourd'hui. Qui l'en veut mentir? S'ils veulent régler le compte, mais qu'ils règlent leur compte, mais sans pour autant imputer l'armée. Ils sont en train de dire, de préparer en disant, mais écoutez, je vais vous arrêter, on va faire semblant, et puis ils vont faire un coup d'État, et puis ils vont dire, ah non, mais on a fait ça pour sauver le... Non, c'est une façon de vouloir faire des coups d'État. Hein? Donc je ne suis pas d'accord que chaque fois le Congo, pour accéder au pouvoir, qu'on aille vers le coup d'État. Nous devons aller tous à la conférence internationale pour que nous mettons en place l'union nationale. Et lorsque les conditions seront favorables... Alors vous dites que même eux pourront participer à cette conférence, précision. Non, de toutes les façons, vous savez, si vous les excluez, vous n'aurez gain de cause. Vaut mieux qu'ils participent, que Denis Sassou participe à la conférence internationale, de telle sorte que lorsque les résolutions de l'ONU pendant la conférence internationale seront prises, il sera ce qui va lui advenir si jamais il s'entêtait à être au pouvoir. Mais s'il n'est pas là, il pourrait dire que je ne le reconnais pas. Quoique, si la décision de la conférence internationale dit qu'il doit partir, s'il s'entête, il connaît ce qu'il a fait à Lissouba, à la conférence de Libreville, puisque les absents ont toujours tort. Nous avons eu, lorsque nous avons condamné le PCT qui était puissant à la conférence nationale, Sassou était bienvenu. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Sassou ne doit pas participer à la conférence internationale. Il doit être là pour qu'on l'entende. Pourquoi il a créé la guerre du poule? Pourquoi il a mis le pays en endettement alors que nous sommes à peine moins de 5 millions d'habitants et que que le Congo est riche et immensément riche. Alors qu'en 2013, ils avaient un budget excédentaire. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous sommes en un endettement à 236% du PIB? Où est parti tout cet argent-là? Où est parti tout cet argent? Donc il faut bien qu'il soit là et ça nous permettra aussi de voir si cet endettement, c'est vraiment de l'endettement licite ou illicite. Parce que rien ne nous dit que ce n'est pas un endettement falsifié. Hein? C'est peut-être une faillite frauduleuse. C'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle nous devons aller à la conférence internationale. Parce que là, les créanciers devront venir justifier pourquoi ils ont prêté de l'argent à un pays surendetté. Vous savez, n'importe quel banquier, quand vous êtes endetté à une banque, il ne pourra plus vous octroyer de crédit. Avez-vous vu un surendetté être désendetté par un nouvel endettement? Et comment se fait-il que le Congo, surendetté, reçoive encore de l'endettement pour effacer l'endettement, pour renforcer encore davantage le Congo dans l'endettement? Donc ce n'est qu'au niveau de la conférence internationale et certaines actions que nous avons menées au niveau des États-Unis d'Amérique, dont
je vais vous taire la portée. Il n'y a pas On de saura problème. exactement où l'on saura où est parti l'argent. Voilà, monsieur, pourquoi nous devons aller à la conférence internationale et que toutes les parties prises seront là, parce que lorsque les résolutions des Nations Unies seront prises, ces résolutions seront imposables, seront, pardon, opposables à tous les acteurs politiques, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition, que ce soit la partie civile, que ce soit les syndicats, ainsi de suite, pour pouvoir relever le combat. Voilà l'objectif que je poursuis. Voilà l'objectif que doit poursuivre la conférence internationale. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette conférence-là, c'est qu'in fine, ils ne disent pas, ils veulent continuer la même chose que le régime de Denis Sassou Nguesso. Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec la conférence internationale. Voilà pourquoi ils multiplient des quantités de dire, ah non, cette conférence, nous, on ne la veut pas, parce que la conférence dans laquelle je me suis engagé a pour but de faire partir Sassou par la voie diplomatique. Je ne suis pas là en disant que voilà, cette conférence-là doit faire des concessions à Sassou. Ce sont les autres qui veulent que le pouvoir reste au nord malgré tout ce qu'ils ont fait. D'accord, nous sommes d'accord, que ça soit mal géré, mais que le pouvoir doit rester entre les mains du système Sassou. Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Le système Sassou a été et c'est celui qui empêche le Congo d'avancer. Moi, ce que je souhaite, c'est remettre en place la politique de l'Union nationale incarnée par le président Fulbert Yolo et par le président Jacques Opango. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quand même dans cette partie le petit-fils de Jacques Opango, M. Wilfried Onyami, qui a créé d'abord un parti pour dire que une association, pardon, l'association Jacques Opango, pour dire nous devons repartir à la base. Lorsqu'on se perd en chemin, on repart à la base. Et la base aujourd'hui, c'est l'Union nationale, initiée par le premier président du Congo, Fulbert Yolo, et par son vice-président Jacques Opango. Et moi, je vais initier cette union nationale-là entre le sud et le nord du Congo. C'est ça la valeur de demain qui va faire passer le Congo dans le nouveau monde, dans le monde moderne, dans un état de droit, dans un état de justice, dans un état de bonne gouvernance. Voilà, monsieur Lewis. Voilà, donc nous allons terminer, mais je ne vous laisse pas partir, monsieur Boukadia. Je vous ai suivi en janvier 2018, je crois. Vous avez fait adresser des vœux aux Congolais de la diaspora et du monde, aux allures du chef d'État. Hein. Est-ce que vous ne pouvez pas, à la fin de cet entretien, vous adresser directement aux leaders de la communauté congolaise, notamment de cette diaspora? Je vous invite à les citer nommément. Est-ce que vous pouvez, dans un petit mot, appeler la communauté ou la diaspora congolaise à beaucoup plus de responsabilités? Non, mais je pense que ce sont des gens responsables, monsieur Lewis. Ce sont des gens responsables. Je les ai appelés lorsque j'ai commencé à me sentir mieux. Nous nous sommes retrouvés, nous avons partagé des repas avec un grand nombre de ces responsables. Donc j'appelle monsieur Marc Mapingu, j'appelle monsieur William Ota, j'appelle monsieur Jean-Yves Lekanda, j'appelle monsieur Jean-Luc Maleka, j'appelle monsieur Mawawa, j'appelle monsieur Koukebene, j'appelle monsieur Henri Pemo. Bref, je ne peux pas tous les citer. Hein, si je ne les cite pas, ils vont dire, ah voilà, il nous a oubliés. J'appelle M. Mario Michel, Monsieur Mario Michel Manzimba, de venir, de travailler ensemble pour l'avènement de la République, la nouvelle République du Congo dans l'Union nationale. C'est ça. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe les conceptions de chacun. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de travailler pour cette jeunesse qui s'est égarée dans la voie dans la voie du monopartisme qui ne dit pas son nom. Je les appelle à ce que nous construisons le nouveau Congo du nouveau monde. Et autour, ensemble, nous devons œuvrer
J'ai oublié monsieur Bienvenu Mabile Mono. Il ne faut pas qu'il soit, Mais qu'il soit vous avez chagrin. oublié Guy Mafimba aussi, non? Euh, bon, si vous voulez, Guy Mafimba, ou monsieur Clément Miarassa, ou monsieur Mathias Nzon, ou monsieur Nyokono. J'appelle tous ces leaders politiques de se retrouver. Ou madame Mounari, ou monsieur Parfait Kolela, monsieur Kim Foutia. J'appelle tout le monde de se retrouver dans cette dynamique qui est la conférence internationale pour sortir le Congo de cette situation qui ne nous rend pas heureux, qui nous rend très malheureux. J'appelle, si vous voulez, pour qu'il ne soit pas non plus dit oublié, monsieur Frédéric Binsangou, pardon. Donc, pour le Congo, nous devons nous dépasser. Nous avons un bien commun, et ce bien commun nous appartient à tous, du nord au sud. Retrouvons-nous autour de cette formidable idée lancée par le président Youlou et le président Jacques Opango sur l'union nationale. Ce n'est que par cette union nationale qu'in fine, l'union nationale pourra émerger au Congo et nous aurons alors à ce moment-là une nation unie. Voilà ce que j'attends des responsables congolais. En tout cas, c'est dans cette direction que je me suis engagé et que je m'engage. C'est dans cette direction-là, lorsque j'étais reçu aux États-Unis à différents niveaux, j'ai parlé au nom du peuple congolais. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé de tous les prisonniers politiques. Donc aujourd'hui, on ne peut pas me faire un faux procès. Le vrai problème qui se passe au Congo, l'adversaire commun que nous avons, c'est Denis Sassou. Se tromper d'adversaire, c'est faire le jeu de Denis Sassou. Donc j'appelle tous les Congolais à se mobiliser autour de la conférence internationale qui sera convoquée par une résolution des Nations Unies et nous sommes en train de travailler pour que nous ayons cette résolution. Il y a beaucoup d'États qui sont avec nous, qui sont prêts donc à nous représenter pour rédiger cette résolution au niveau des Nations Unies. Voilà. Merci, Monsieur Boukadia, d'avoir accepté cette invitation au Journal de la Communauté. Encore une fois, merci et à la prochaine occasion. C'est moi qui vous remercie, M. Louis, de m'avoir donné cette possibilité de parler à l'ensemble de tous les Congolais qui sont les Congolais de l'étranger, mais en même temps les Congolais du Congo-Brazzaville, aux forces armées congolaises, aux forces syndicales, aux forces de la jeunesse, de se mobiliser pour l'avènement de la conférence internationale qui se déroulera, bien entendu, en Europe ou aux États-Unis. Je vous remercie. Merci.